Professeur Bardin, expliquez-nous, la goutte, malgré l'histoire de cette pathologie, c'est une résurgence aujourd'hui? Il y a un retour de la goutte en médecine? Alors la goutte est une pathologie qui avait été très oubliée. On en a une image négative, c'est-à-dire qu'on pense que ce n'est pas une maladie grave, que c'est une maladie qui est auto-infligée par des accès alimentaires et qui est donc qui à la limite ne mérite pas de traitement. C'est bien fait pour les patients qui sont intempérants. Et on était persuadé que depuis la découverte de l'allopurinol, la goutte était facilement traitable. Et en fait, toutes les études épidémiologiques dans les pays occidentaux montrent qu'en fait, la goutte est très très mal prise en charge et que sa fréquence et sa gravité augmentent. Les facteurs explicatifs sont en grande partie des facteurs alimentaires. Ça va avec l'épidémie mondiale d'obésité, mais les chiffres sont extrêmement importants. Aux États-Unis, il y a plus de 8 millions de goutteux. En France, les estimations, il n'y a pas d'études précises, mais les estimations, c'est plus de 600 000 goutteux. Et la fréquence a augmenté de manière constante aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Donc c'est un problème qui n'est pas du tout résolu et qui est un vrai problème de santé publique parce que la goutte n'est pas du tout la petite maladie un peu folklorique que tout le monde imagine. Au niveau physiologique, quel est le mécanisme alors impliqué? Ce sont des cristaux qui se déposent assez rapidement ou c'est vraiment au long terme que ça pose problème? Alors, c'est une maladie qui est liée à des dépôts de cristaux d'urate de sodium. Donc, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que si vous avez une uricémie qui est au-dessus du seuil de saturation pour l'urate de sodium, vous pouvez faire des dépôts. Ce seuil, il est 60 mg dans les articulations périphériques à 38 degrés, 37 degrés, c'est plutôt 70. Disons que c'est entre 60 et 70. À ce moment-là, vous êtes à risque de cristalliser de l'urate de sodium, mais cette cristallisation se fait extrêmement progressivement. La cristallisation est très lente. C'est ce qui explique que, par exemple, vous ne pouvez pas avoir de lithiase à urate de sodium. Il faut des années pour faire des dépôts. Par contre, si vous prenez l'acide urique, si le pH est acide à ce moment-là, l'équilibre acide urique, urate de sodium se fait vers l'acide urique. L'acide urique cristallise très vite et lorsque les urines sont acides, les gens qui ont une excrétion augmentée d'acide urique, eh bien, font des lithiases, ça va très vite. Mais dans les articulations, au pH de l'organisme, c'est de l'urate de sodium et c'est un processus très lent. C'est une maladie qui a en corollaire pas mal de comorbidités aujourd'hui. Oui. C'est la véritable menace? Alors, oui, ça on le sait depuis longtemps. On sait que la goutte fait partie, est associée à l'hypertension artérielle, au diabète, aux dyslipémies, à l'obésité. Et jusqu'à présent, on considérait que c'était plutôt un signal de ces maladies, que c'était une association non causale. Et on recommandait de ne pas traiter l'hyperuricémie parce qu'on disait que l'uricémie en elle-même, elle ne fait rien. Et en fait, il y a tout un faisceau d'arguments maintenant pour penser que l'hyperuricémie est un facteur absolument déterminant du développement de l'hypertension artérielle, du syndrome métabolique, de l'insuffisance rénale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille traiter les hyperuricémies asymptomatiques, parce que lorsqu'on voit ça, il est possible que le phénomène soit déjà irréversible. Par exemple, les animaux que l'on rend hyperuricémiques, ils font de l'hypertension artérielle. Si on donne un hypouricémiant très vite, on fait disparaître l'hypertension artérielle. Mais si on attend trop longtemps, ça ne fait plus rien. Donc on a vraiment besoin d'une grande étude d'intervention pour savoir si le traitement de l'hyperuricémie asymptomatique, dont on ne connaît généralement pas la date d'installation, qui peut être déjà très ancienne, va être vraiment efficace sur la tension artérielle, sur la mortalité cardiovasculaire. Autrement dit, pour l'instant, on n'est pas sûr du bénéfice, et comme on connaît les risques thérapeutiques, il n'y a pas d'AMM pour l'hyperuricémie asymptomatique, parce qu'on n'arrive pas à donner la balance bénéfice-risque.
Donc au niveau prise en charge, on commence avant tout par les mesures hygiéno-diététiques avec peu de succès finalement aujourd'hui en pratique. Oui, les mesures hygiéno-diététiques, elles sont, comme tous les régimes, difficiles, notamment pour le long terme. Mais je pense qu'il faut avoir des ambitions limitées dans les conseils qu'on donne aux goûteux. Il faut supprimer les éléments les plus nocifs et s'arrêter à une liste courte, parce que si vous commencez à tout leur interdire, à ce moment-là, ça ne sera pas suivi. Les choses vraiment importantes, c'est l'arrêt de la bière, des boissons fortes, des sodas sucrés, et si possible, d'arriver à faire maigrir les obèses. Et il faut savoir que c'est généralement insuffisant à traiter la goutte, parce que l'uricémie, vous arrivez à la faire baisser par les mesures hygiéno-diététiques seulement d'à peu près 10 mg par litre. Et la majorité des goutteux sont à plus de 70, et comme la cible du traitement c'est 60, bien sûr il faut faire le régime, et en particulier l'amaigrissement, si vous pouvez l'obtenir pour le risque cardiovasculaire, c'est sûrement très bon. Mais généralement, ça ne suffit pas et on a besoin en plus d'un hypouricémien. Alors ce traitement, quand est-ce qu'on l'initie? Est-ce qu'il faut attendre la 2e, 3e crise d'accès de gouttes? Alors en toute rigueur, ça dépend du médicament que vous donnez si vous suivez l'AMM. C'est-à-dire que l'AMM de l'allopurinol, c'est les gouttes récidivantes. L'AMM de l'adénurique, c'est dès que les dépôts sont symptomatiques. Alors pourquoi est-ce que cette AMM de l'allopurinol a été restrictive? C'est parce que ça a été fait à une époque où on n'avait pas bien mesuré le poids de la goutte en termes de risque cardiovasculaire. Et d'autre part, ça concernait un médicament dont on sait qu'il peut être responsable de manière exceptionnelle, mais quand même responsable, d'accidents gravissimes, les accidents cutanés gravissimes qui peuvent être mortels. Donc l'AMM avait dit, bon, la goutte, c'est pas une maladie mortelle, on va pas prendre un risque important tant qu'on n'est pas sûr que c'est des gouttes sévères. Alors tout ce qu'on a appris par l'épidémiologie, par les modèles animaux, depuis 5 à 10 ans, amène à penser que quand même la présence d'une première crise de goutte est un signal fort, non seulement pour les articulations, mais surtout pour le cardiovasculaire, si bien qu'on est de plus en plus nombreux à recommander de traiter tôt, d'autant plus que si on attend trop, à ce moment-là, il y a souvent une aggravation des pathologies associées, notamment de l'insuffisance rénale, qui va beaucoup gêner le traitement hypouricémiante. Le traitement d'une goutte prise tôt, c'est beaucoup plus simple que d'une goutte négligée, tôt facée, où il faut des années pour arriver à débarrasser les gens de leur dépôt. Donc on est, sans que ce soit vraiment officiel, parce que l'AMM de l'allopurinol notamment n'a pas changé, mais les hyper spécialistes de la goutte sont de plus en plus partisans de traiter, oui, assez facilement dès la première crise. Et on traite comment? Parce qu'on a vu d'après l'étude Cactus, étude épidémiologique de la goutte, qu'il y avait des divergences entre le traitement de la phase aiguë, le traitement de fond. Ah oui, alors ça c'est très très important. Du point de vue des médicaments, vous avez deux types de traitements complètement différents. Vous avez les traitements de la crise, essentiellement colchicine anti-inflammatoire, qui font rien sur l'uricémie. Et puis vous avez les traitements de fond, les traitements hypouricémiants, qui en abaissant l'uricémie permettent la dissolution des dépôts. Mais là, il ne faut pas se contenter de donner 100 mg d'allopurinol ou un peu d'adénurique, il faut vérifier que vous êtes à la cible. C'est-à-dire que vous n'obtiendrez un effet que si l'uricémie est en dessous de 60 mg. Et ça, c'est une erreur qui est communément faite, c'est de se contenter de donner un peu de médicaments, et puis on vérifie pas que l'uricémie est suffisamment abaissée, et les gens continuent à faire des dépôts. Donc ça, c'est fondamental d'avoir une cible biologique et de vérifier que la cible est atteinte. À quelle fréquence? Alors, en fait, l'initiation du traitement est progressive. Par exemple, si je prends l'allopurinol, on commence par 100 mg par jour et on mesure l'uricémie 15 jours après. Si l'uricémie est en dessous de 60, ça va, on continue. Si elle est au-dessus, on dit au patient, ah non, vous n'êtes pas encore à la cible, il faut augmenter et ainsi de suite.
jusqu'à ce qu'on obtienne la cible. Et c'est très important pour plein d'aspects. D'abord, le patient comprend bien quelle est la cible à atteindre. Deuxièmement, on est sûr qu'il ne va pas prendre trop de médicaments. Et troisièmement, et ça c'est le plus important, on diminue beaucoup le risque de réaction d'hypersensibilité en allant très progressivement. Ensuite, une fois qu'on est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est à la cible, que les gens sont à moins de 60 mg, il faut quand même vérifier l'uricémie au moins une fois par an. Parce que notamment avec la prise de poids, qui survient souvent quand même quand les gens vieillissent, à ce moment-là, l'uricémie peut remonter et on peut être au-dessus de la cible. Le deuxième point très très important du traitement hypouricémiant, c'est qu'au début du traitement, le traitement déclenche des crises. Parce qu'il abaisse l'acide urique, donc les cristaux qui sont à la surface des cartilages sont moins bien tenus. Avec le délitement des dépôts, ils tombent dans l'articulation, ils déclenchent des crises. Donc il est extrêmement important pendant les 6 premiers mois du traitement hypouricémiant, au moins dans les gouttes habituelles, de donner un traitement préventif des crises sous la forme par exemple d'1 mg de colchicine par jour. Ça n'empêche pas complètement ces crises, mais ça les diminue de 80%. Il faut que le patient sache cette possibilité, le comprenne bien. Je leur dis souvent, écoutez, c'est une étape, c'est transitoire, mais on ne peut pas faire autrement. Et on est obligé de passer cette étape sur le chemin de la guérison. Et qu'ils sachent que quand ils ont une crise sous traitement, hypouricémiant, il ne faut pas qu'ils arrêtent le traitement hypouricémiant. Beaucoup de patients arrêtent parce qu'ils ont compris que c'était le traitement qui leur donnait la crise. Il ne faut pas arrêter le traitement hypouricémiant, sans ça on ne s'en sort pas. Il faut traiter la crise. Et la colchicine ou les anti-inflammatoires, si on la prend dès le début de la crise, ça coupe la crise très vite. Donc on conseille aux gens d'avoir dans la poche ou sur la table de nuit, parce que c'est souvent un début nocturne, un peu de colchicine ou un peu d'anti-inflammatoire. Dès qu'ils sentent la crise venir, on l'arrête par la prise dès les premières heures d'un médicament. Et comme ça, on obtient quand même une meilleure adhésion au traitement. Si les gens comprennent que ça va les guérir et que d'autre part, ils n'ont pas les crises induites par le traitement, c'est quand même plus facile.